Salut Trekker, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu particulière, à l'instar de Manon qui m'avait fait un petit topo sur le GR20. Cette fois-ci, on inverse les rôles puisque c'est Sandrine et Yann qui m'ont posé quelques questions sur le Tour du Mont Blanc, ce qui s'apprête à faire le Tour du Mont Blanc, et j'avais pas envie de leur répondre comme ça. Je me suis dit, venez, on va faire une petite présentation cool au salon. Et comme ça, ils pourront me poser des questions, je répondrai. Alors, bien entendu, comme à chaque fois, les réponses ne concernent que moi, que mon vécu, que mon ressenti. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous avez le droit, vous le notez en commentaire. Comme ça, on aura plusieurs sources d'informations, plusieurs visions des choses. Bien entendu, les questions-réponses vont aussi dépendre de Sandrine et de Yann, puisque ça va dépendre s'ils sont sportifs, grabataires, s'ils ont l'habitude de se balader, s'ils vont faire du bivouac ou s'ils vont aller dans les gîtes, voilà. Donc, Sandrine et Yann, je vous invite à vous présenter. Dites-moi grossièrement si vous avez déjà fait de la rando, si vous êtes un peu sportif ou pas du tout. Et voilà, et puis on attaquera les questions. Pour ma part, oui, je suis assez sportif, assez régulier. En rando, j'ai fait quelques fois le GR20 en Corse. Parfait. Donc, pas habitué, mais en tout cas, j'ai déjà pratiqué. Alors pour ma part, moi je suis sportive, mais après la rando, c'est pas forcément ce que je pratique régulièrement. Je fais tout ce qui est course d'obstacles et du crossfit. Mais course d'obstacles sans chevaux. Ah ouais. Non, parce que quand tu dis course d'obstacles, les gens ils te voient sur un cheval. Donc elle, en fait, elle a un balai et elle court comme ça et elle saute au-dessus de... Le but, c'était me challenger en fait sur plusieurs jours avec un sac à dos. Ok. Je pense à la course d'obstacles, ils t'ont vu puisque j'avais fait une vidéo lorsqu'on avait fait la 14-18 à 2. Donc on mettra des incrustations régulièrement pour que vous puissiez comprendre. Donc voilà. Ok, donc on a quand même affaire à des sportifs qui ont l'habitude. Donc faites attention quand je parlerai et que je vous donnerai des infos. C'est toujours en sachant que vous faites un peu de sport. Première question. Ok, justement par rapport à la charge, on voulait savoir par rapport à ce fameux sac à dos, oui. C'est ça qui est le plus important dans cette longueur de marche, c'est le poids du sac à dos. Alors, selon moi, le poids du sac à dos va dépendre essentiellement 1 de votre condition physique, 2 de votre poids de corps et 3 de la topographie du terrain. Bien entendu, lorsqu'on fait le GR20, où il y a des belles petites montées, un sol qui est pas tout plat. Enfin, quand je dis tout plat, c'est non seulement il est pas tout plat comme ça, mais en plus il y a que des rocailles. Si on le compare avec un GR8 que j'ai fait il y a pas longtemps, où c'est du bord de mer, une piste cyclable sur 300 km, forcément c'est pas la même chose. Moi en général, je porte un sac qui va être entre 10 et 14 kilos dans ces eaux-là. Bon après moi je fais 95 kilos, donc pour moi c'est porter un sac de 10 kilos qu'on fait 95 kilos, c'est pas pareil que quand on fait 1m60 et 50 kilos et qu'on a un sac de 10 kilos. Donc voilà, c'est pas tout à fait pareil, sachant en plus que le poids est complètement évolutif, parce que par exemple sur le GR20 où je suis parti avec un sac qui était bien chargé puisque j'avais quasiment 4 kilos de nourriture, oui les premiers jours il fait 4 kilos, mais comme on mange quand même pas mal, en fait j'ai terminé avec un sac qui faisait entre 8 et 9 kilos. Et d'ailleurs, à des moments, je me disais, j'ai dû oublier un truc parce qu'il est tellement léger, je comprends pas. Donc voilà. Après, je pense que c'est vraiment, ça va dépendre de vous, de votre habitude. Je pense que, un sac entre 10 et 15% de votre poids de corps, c'est quelque chose de bien. Si vous partez à 2, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir dispatcher plus facilement parce que si, par exemple, vous partez avec une tente ou avec un réchaud, forcément, à 2 personnes, il y en a qu'un qui porte les deux et voilà. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, c'est surtout ça que j'ai à dire. Après, le sac, puis ça va dépendre aussi de la durée de votre marche. Moi, je sais que quand je marchais, j'avais parfois aucun souci sur 20, 25, 30, 35 km. Au bout de 35 km, je commence à le sentir. Donc en fait, quelqu'un me dirait, ouais, t'as un sac de 15 kilos, c'est trop lourd. Pour moi, si je fais que 20 km dans la journée, 15 kilos, non. Mais si vous faites beaucoup, avec beaucoup de dénivelé,
là, ça commence à être chaud. Et ce poids-là intègre l'eau que tu prends en plus tous les jours? Oui. Ouais, d'accord. Donc les 2-3 kilos. Donc en général, moi je pars avec un 60 litres. Donc le 60, ouais. Le 60 litres. Alors il y a tout un débat sur le fait qu'il faille partir plutôt avec un 30 litres ou 40 litres, parce qu'il faut pas être trop tenté de prendre beaucoup de choses parce qu'on a beaucoup de volume. Moi j'aime bien partir avec un sac où je vais pas devoir le compresser à fond parce que j'arrive pas à tout rentrer. J'aime bien mettre les choses comme ça tranquillement. Je prends beaucoup de nourriture, donc forcément au départ il est blindé. Mais très vite, sur le milieu ou la fin de mon parcours, en fait, je pourrais avoir quasiment 40 litres parce qu'il y a quasiment plus de nourriture dedans. Donc voilà, c'est beaucoup plus pratique, je trouve, d'avoir un sac comme ça. Oui, puis ton poids correspond aussi parce que tu bivouaques à 100% avec la nourriture. Voilà. Quelqu'un qui sera à l'hôtel, au restaurant, il a que la moitié de son sac. Soit on est un marcheur ultra léger et on arrive vraiment à se limiter en termes à la fois de produits et on a des matériaux ou des objets qui sont très très légers. Et donc dans ce cas-là, c'est possible. Soit on veut un petit peu avoir du confort, on aime bien, on bivouaque, on prend à manger et ainsi de suite. Donc voilà. Vous allez bivouaquer ou vous allez faire du refuge? Bivouac. Bivouac. Ok, parfait. Voilà. Est-ce que tu peux nous indiquer quel est approximativement ton temps de marche par jour? Alors le temps de marche moyen sur le Tour du Mont Blanc, c'était 11h37. J'ai révisé. 11h37. En règle générale, je me réveille vers 4h, 4h30 du matin. Parfois 5, ça dépend. Parfois à l'inverse, je me mets le réveil à 5h et à 4h, je me réveille, je fais ouais, je suis bien, je me lève, je pars. En général, le temps de tout plier, faire mes affaires et tout, je mets entre une demi-heure et 1 heure pour tout ranger, tout plier, tout ça. Donc, on peut dire que je commence vers 5h, 6h du matin à marcher. Sur le Tour du Mont Blanc, j'ai évité de trop marcher la nuit. Autant sur des GR qui sont plus ou moins plats, où il n'y a pas des dénivelés de 800 mètres, on peut se permettre de tomber dans un fossé. Autant sur le Tour du Mont Blanc, c'est un peu plus délicat de mourir. Donc, il faut faire attention. Donc, souvent, je partais vers 5-6 heures du matin. Et alors là, c'est un peu particulier, c'est que parfois, on trouve pas de lieu de bivouac tout de suite. Donc, vers 18h, 19h, je commençais à chercher. Mais parfois, je trouvais pas. Donc, ça m'est arrivé de m'arrêter à 20h, 21h. Donc, on va dire à peu près 11h30 de marche. Mais au total, il y a peut-être 15 heures de déplacement, entre guillemets, parce que quand je m'arrête une demi-heure ou 1 heure pour manger, forcément, c'est du temps d'éveil, mais c'est pas du temps de marche. Donc, je fais quand même pas mal de marche, sachant en plus que comme je fais des vidéos, je fais entre 1 heure et 1 heure et demie de vidéos par jour. Donc forcément, c'est sortir le matériel, faire une prise ou poser l'appareil, faire 30 mètres en arrière, marcher et reprendre la perche et ainsi de suite. Je fais entre 100 et 150 photos par jour. Donc ça, c'est du temps qui me prend. Si vous faites pas autant de vidéos ou autant de photos, vous pourrez marcher plus rapidement. Mais tu fais une petite sieste aussi. Oui, en général, j'essaie de faire une sieste de 20 minutes. Donc souvent, ce que je fais, c'est que j'essaye de marcher à peu près 2 heures. Je prends mon petit-déj qui va durer un peu longtemps parce que c'est le petit-déj plus le soin des pieds, plus des préparations. Si je m'arrête à côté d'un cours d'eau, j'essaye de faire ma vaisselle ou la lessive, tout ça. Enfin, la lessive. J'utilise pas de lessive. Je trempe juste pour enlever l'excès de sel, tout ça. Donc ça, c'est plutôt la grosse pause du matin. Puis toutes les 2 heures, je fais une pause de 20 minutes. Le midi, une pause d'1 heure. Pour sécher ta tente, j'avais vu ça. Parfois sécher la tente quand il y a eu un petit peu d'humidité. Donc je la sors, je la fais sécher. Et puis le midi, je mange, je fais ma sieste et je repars. Et ce temps journalier dépend aussi peut-être d'étapes que tu as prévues préalablement, te dire je vais m'arrêter plus ou moins à tel endroit chaque jour selon les... Ouais, alors ce qui se passe, c'est qu'en général, je suis super content parce que souvent le matin, d'ailleurs dans les vidéos, souvent je le dis, le matin, souvent je dis j'espère que je vais arriver à tel endroit. Et j'ai du bol, souvent c'est plus ou moins ça. Par contre, je ne sais pas entre deux où je vais m'arrêter, même si souvent il y a des points d'orgue, il y a des points importants où je sais qu'il y a, au bout de plus ou moins 2-3 heures de marche, il y a un gîte. Donc souvent le gîte, ça veut dire que je pourrais peut-être soit prendre un petit truc chaud, soit il y a des toilettes, soit il y a de l'eau. Et donc c'est vrai que souvent c'est un peu mon repère. Après, je vous avoue que normalement je marche entre 1 heure et 2 heures pour faire mon petit déjeuner.
Si au bout de 45 minutes, j'ai trouvé un truc, je m'arrête. Si parfois, j'aurais bien voulu m'arrêter au bout de 2 heures, et ça m'est déjà arrivé sur le GR8 par exemple, de devoir marcher 3 heures avant de déjeuner, bah, je marche 3 heures. C'est voilà, j'ai plus ou moins des orientations, mais si vraiment il y a un truc qui s'y prête, je dis bon bah je m'arrête quoi. Voilà. Mais c'est aussi pour ça que parfois je marche très longtemps, parce que bah, je trouve pas. Je trouve pas à 19 heures, je trouve pas à 20 heures, je trouve pas à 21 heures. Et ça m'est déjà arrivé sur le GR30 de trouver in extremis un lieu et c'était la nuit. Donc forcément, parfois les gens se disent ouais, t'as fait 35 de moyenne ou 40 de moyenne et t'as marché 11. Il y a ce temps-là dedans. En fait, si je pouvais bivouaquer où je veux, ça se trouve, je marcherais que 8 heures par jour. Parce que si à 18 heures j'arrive et je vois un super lieu, je m'arrête. Bon, 19 heures plutôt, parce que 18 heures c'est... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Quand on parle de chercher un lieu comme ça, ça me fait penser sur le GR20, la quête de l'eau. Parce que c'est un problème que tu as eu aussi sur le Mont Blanc. Alors sur le Mont Blanc, pas du tout. Pas du tout, j'ai vraiment eu de la chance. Alors il faut quand même se renseigner, parce que nous, cet automne qu'on a en ce moment... Il y a beaucoup d'eau, hein. Dans le nord, il pleut beaucoup. Je sais pas si au niveau du Mont Blanc, ce sera pareil, mais j'ai vraiment eu aucun souci. J'ai eu de l'eau, enfin, de mémoire, hein, j'ai vraiment jamais eu de soucis. Parce que soit on passe par pas mal de refuges ou de petits hameaux, où on va avoir de l'eau. Je me souviens qu'en Suisse, toutes les 5 secondes dans les hameaux, il y avait de l'eau un peu partout. Il y a parfois des torrents et il y a très souvent des petites sources qui coulent à même la montagne. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai sorti ça. Le truc que je conseille beaucoup, bon, la mienne est morte. Je vais faire une vidéo d'ailleurs là-dessus parce il faut que je la change, mais j'ai eu toute une surprise par rapport à ça. Moi, je conseille toujours aux gens d'avoir une gourde filtrante. Donc, il y a plein de modèles. Et il y a Katadyn de Bifree qui fait ça. Il y a Oko qui fait ça et qui fait plein de pubs partout. Il y a Decathlon qui fait ça. Moi, je vous conseille toujours de prendre une gourde parce que déjà, quand vous allez prendre de l'eau, vous allez prendre de l'eau dans une rivière ou une source qui coule à même la montagne. Alors, encore une fois, il y a des gens qui disent non, moi, je la bois, même la montagne. J'ai jamais eu de problème. Ouais. Moi, ma grand-mère, elle a fumé toute sa vie, elle a roulé sans ceinture, elle a jamais eu de problème, mais bon, en règle générale, c'est pas top. Donc, il y a ça, et même quand vous passez dans des hameaux, je vous conseille vraiment, même quand vous avez une fontaine au centre du village marquée eau potable, je vous conseille de la filtrer quand même. Parce que même si c'est eau potable, peut-être, mais il faut pas oublier non plus que déjà on change de région et parfois il y a l'alimentation ou la faune, la flore sont pas la même. Donc déjà notre corps va intégrer ça de façon différente. Et puis on se tape quand même une journée de sport, tout ça, donc le corps est un peu faible. On dort pas forcément très bien. On a une alimentation qui est parfois hyper protéinée, parce que moi je sais que moi c'est du saucisson, du fromage et du pain. Voilà, parfois on a des produits lyophilisés, donc je pense que l'estomac, parfois, il est un peu patraque. Il suffit, oui, l'eau est peut-être potable, mais il suffit d'un tout petit truc pour être malade. Donc, je pense qu'il vaut mieux filtrer. Par rapport justement au bivouac, t'as pas voulu faire même une seule des réservations sur le parcours ? Non, même si c'était interdit en Italie, parce qu'on a vu sur les vidéos que tu as réussi à contourner. Non, je crois que tu as dormi quand même au final. J'ai fait le français, ouais, j'ai fait le fripon. Alors il y a deux choses. C'est moi j'aime pas trop les refuges. J'ai fait une fois parce que j'aimais pas, mais je voulais tester. Donc sur Saint-Jacques-de-Compostelle, j'ai testé une fois. J'aime bien dormir vraiment dans la nature. D'ailleurs, c'est ça qui m'a gâché en partie le GR20 parce que je me sentais obligé de dormir à côté. Enfin, même si j'étais pas dans le refuge, j'étais dans l'enclos avec tout le monde. Bon, c'est pas le truc génial. Ça, c'est vraiment mon plaisir. Même si à la limite, c'est un truc bizarre, hein, même si à la limite, je suis sur un terrain qui est pas nickel et que j'ai juste une petite rivière avec de l'eau glacée, je vais préférer ça plutôt que d'être sur un refuge au niveau du GR20 avec des douches glacées. Non, si je suis dans la nature, ça me va, ça me gêne pas. Je prévois jamais, je ne sais jamais en combien de temps je vais le faire. Souvent, le GR20, par exemple, j'avais dit je le ferai peut-être en 8, peut-être en 7 ou en 9. Donc j'avais plus ou moins programmé des étapes plus ou moins par rapport à ça. Mais on sait jamais. Parfois, il y a des fois où vous êtes claqué, vous avez des ampoules, vous marchez moins vite. Parfois, on trouve pas, donc on marche et on rajoute 10 km par jour, puis ça s'arrête vite. Le GR8, j'ai fait, si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai fait 50 km de moyenne.
je crois. Si je dis pas de bêtises, je le noterai ma connerie, je la noterai en légende. Mais voilà, parce que je pouvais pas bivouaquer comme je voulais, donc je marchais beaucoup. Donc je peux pas réserver. Ça m'est arrivé, même la fin de mon GR8, c'est vers 11h30 midi, non même plus, vers 14h où j'ai téléphoné à un hôtel parce que je savais que j'allais arriver, où j'avais fait une étape à 57 km, je savais que j'allais arriver du côté de Bayonne et donc j'ai pris ma réservation. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, surtout sur Saint-Jacques, qui téléphonent le matin à un gîte ou à un camping pour réserver le soir. Après, je vous le déconseille sur le Tour du Mont-Blanc, parce que comme le GR20, c'est des choses qui sont très très prisées, surtout si vous partez en juillet-août, ça va être vite blindé, quoi. Donc c'est compliqué. Après, vous pouvez tester, on sait jamais, mais c'est compliqué. Et contrairement à Saint-Jacques, où vous pouvez avoir des gîtes tous les 5-10 km en moyenne, sur le GR20 et sur le TMB, il y en a pas tant que ça, quoi. Donc c'est un peu compliqué de se dire, on va bien trouver. C'est plus compliqué. On se posait la question de savoir si tu avais à définir vraiment un objet indispensable. Est-ce que ce serait peut-être justement pas cette gourde filtrante ou un autre objet? En fait, il y a plein d'objets qui sont vraiment indispensables, parce que je me vois pas aller sans tente ou sans duvet ou tout ça. Non, je saurais pas dire. Je saurais pas dire parce que il y en a plein. Si on enlève le Big Four, donc le couchage avec le duvet, la tente, tout ça, et après on va me dire ouais, mais si les chaussures c'est indispensable, s'il faut des bonnes chaussures, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'en petit truc annexe, la gourde, elle nous donne quand même pas mal de soulagement au niveau psychologique parce qu'on sait que je pourrais me passer de manger pendant 3-4 heures. On peut se passer de manger pendant un certain moment ou trouver des trucs plus ou moins, de l'eau. Quand il fait beau, moi, c'est entre 4, 5, 6 litres par jour. Donc forcément, c'est vrai que la gourde, elle est super importante. Après, moi, j'aime beaucoup ma besace. Oui, on l'a vu. On allait en parler. Ouais. C'est vrai qu'elle est la fameuse besace. C'est super intéressant parce que moi, j'ai marché avec des gens qui hésitaient à boire ou qui hésitaient à faire un truc parce que c'était dans le sac. Alors que le fait d'avoir quelque chose à portée de main, alors maintenant il y a des petites poches pour mettre l'appareil photo, pour mettre l'eau, pour un petit sac pour mettre des graines, des choses comme ça c'est pratique. Mais c'est vrai que la besace, elle est aussi très très pratique. Ouais, ce qu'on a vu. Parce que finalement, elle change pas ton poids total que tu as sur toi, c'est une accessibilité qui est quand même beaucoup plus pratique. C'est super pratique. Et puis encore une fois, vous passez dans un village, vous voulez juste acheter quelques fruits, dans le sac, ça va vite être comprimé. Là, vous l'avez dedans. Moi, plein de fois, je marche, j'ai envie de grignoter, je grignote, je sais pas où je suis, je veux sortir la carte, je l'ai là, je continue à marcher. C'est pas que je veuille à tout prix marcher, mais ça entrave pas mon déplacement. Et puis tous ceux qui font de la rando le savent, à partir du moment où tu commences à te poser, détacher le sac, la pause dure beaucoup plus longtemps et ça te tue le rythme en fait. C'est embêtant. Donc c'est la besace ou ça. Après, c'est vrai que il y a des gens ils mangent froid. Mais le réchaud aussi, c'est super sympa. Se faire un petit truc, surtout quand on a marché 2 heures le matin, on n'a pas encore déjeuné, on voit un beau spot. Et là, moi, j'ai vu sur le GR20, là, quand je randonnais, c'est vrai que, donc, on était en binôme, et à des moments, on trouvait un lieu, on avait fait 800 mètres d'ascension sans avoir mangé, mais on voyait le soleil se lever au-dessus des montagnes. Voilà. On se caillait, mais c'était beau et on était content avec le réchaud de pouvoir manger un truc chaud. Donc, ça, c'est sympa. Et je voulais parler justement, parce que tu fais quand même souvent des randos tout seul. Oui. Mais ton chien, tu le prends pas? Non. Pourquoi? Non. Mon chien, viens dire bonjour aux gens. Viens. Voilà. Ça, c'est quand même important, je trouve. Donc, voilà, je voulais savoir un petit peu pour... Je vous présente JPEG. JPEG, dis bonjour à la caméra. Bon, c'est pas grave. Couché. Alors, je le prends pas pour 65 raisons. Les plus importantes, c'est que déjà, il faut se déplacer. Et c'est vrai qu'en général, je me déplace soit en train, soit en covoiturage, donc c'est un petit souci. La deuxième raison, c'est qu'il y a quand même, sur certains GR, il y a beaucoup de passages où c'est des terrains privés, où les agriculteurs ou les éleveurs nous donnent l'autorisation de passer. Et il y a des éleveurs qui ont des troupeaux. Et donc,
ils demandent à ce qu'on passe pas avec des animaux parce que les animaux peuvent avoir, enfin avec des animaux domestiques parce que les animaux peuvent avoir peur. En théorie, on devrait toujours l'avoir en laisse. Et moi, mon chien, il a 10 ans, depuis qu'il a 6 mois, il est plus en laisse, même dans la rue, parce qu'il m'obéit. Et ça m'embêterait de devoir le tenir en laisse. Et surtout, la dernière chose, par exemple, sur le Mont Blanc, à des moments, il y a des échelles. Alors, j'ai vu des gens sur le GR20 voyager avec des chiens. J'ai vu des gens avec un chien plus petit que JPEG, mais j'ai vu aussi quelqu'un avec un beau gabarit. Je sais pas si c'était un bosseron ou un berger allemand, mais enfin, je me souviens plus. Mais je sais que c'était un beau gabarit. Je sais pas comment ils font. Compliqué. Voilà. Alors, à moins d'avoir un harnais et de le tracter. Ouais, il existe des sacs. Il existe des sacs pour Il y a quand même pas mal de passages, plus que sur le TMB. Sur le TMB, il y a juste, enfin, je me souviens d'une échelle ou 2 échelles. Donc ça va, ça passe vite. Mais après, je suis déjà allé en montagne avec mon chien sur des trucs un peu escarpés, mais les échelles, j'ai jamais fait, quoi. Donc, et je pense que je le vivrai pas. Parfois, je me balade, je fais des balades cool ici, même à la journée avec le chien, donc ça va. Mais moi, je trouve que ça casserait un petit peu la quiétude de pouvoir marcher tranquillement et pour le chien, je pense que ça peut être aussi assez dangereux, quoi. D'accord, ouais, parce que c'était une question, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont des animaux, qui ont des chiens, qui font des randos, des courses d'obstacles justement avec, et je me demandais si c'était bien ou pas bien de prendre son animal, quoi. Ouais. Je pense que c'est comme les gens qui randonnent en tongs. Sur le GR20, j'ai vu des gens en tongs, je sais qu'il y a des gens qui font ça pieds nus. Ouais, pourquoi pas, mais il faut être bien entraîné, bien équipé, et le chien c'est pareil. Si on a un petit chien et qu'on sait qu'on va avoir des échelles, mais qu'on peut tout est faisable. Tout est faisable. C'est comme les gens qui randonnent, enfin qui vont randonner sans réchaud, qui vont manger froid, qui vont randonner avec même pas une tente fermée, c'est juste un tarp qui est ouvert d'un côté, qui vont tout faire que en short. Oui, c'est faisable. Qui vont dormir juste avec un petit matelas mousse et c'est tout. Ouais, c'est faisable. Enfin, moi aussi, je peux me balader à poil dans la rue, quoi, en hiver. Mais est-ce que je vais vraiment prendre du plaisir? Et est-ce que les autres vont prendre du plaisir? Les autres aussi. C'est ça. Donc voilà. Moi, je pense que je prendrai pas de plaisir parce que je serai toujours en train de faire attention et voilà. Tu parlais à l'instant de réchaud et de manger froid. Petite question gourmande. Ça a été quoi ton plat préféré? Alors tes plats préférés. Ouais. Alors le plat préféré, je pense qu'en général c'est le petit-déj. Parce que forcément, je pars, je suis à jeun, je marche pendant 1 heure ou 2. Et puis en fait, je réfléchis souvent parce que souvent on me dit c'est quoi la plus belle étape, c'est quoi le truc le plus dur et ainsi de suite. Et en fait, systématiquement, je me rends compte que ça dépend des situations. C'est-à-dire que quand vous avez vraiment beaucoup de mal à marcher, à trouver un lieu, que vous êtes stressé ou que vous dites « Ah, je vais trouver un truc ». Et d'un coup, vous trouvez un terrain juste plat avec un peu d'eau, c'est le paradis. Et c'est vrai que souvent, le petit déjeuner, voilà, c'est j'ai faim, j'ai envie de marcher, et d'un coup, je trouve une table. Donc, tu démarres à jeun, tu prends pas ton petit déj tout de suite en te réveillant. Il y a pas une petite barre? Alors, normalement, je prends rien du tout. Il y a que sur le GR20 où de temps en temps, je prenais soit une demi-barre, soit quelques graines, parce que je sentais qu'après 1 heure et demie d'ascension, et en plus il y avait du bon dénivelé, à des moments j'avais un petit coup de barre. J'ai eu un énorme coup de barre quand on a pris un petit déjeuner dans un refuge sur le GR20, où ils nous avaient très gentiment donné de la confiture avec des un truc super glycose voilà, à fond. Ce qui fait qu'au bout d'1 heure, j'étais dans le gaz. Donc là, j'avais pris une barre pour me donner un peu de peps. Mais sinon, non. Et j'avais vu ça, c'était Bivouac 2.0, sa chaîne, je me souviens plus de son prénom. Et un jour, il disait, oui, moi je pars, je déjeune pas et tout. Je me suis dit, il est con, lui, c'est impossible. Moi, le matin, je déjeune et tout. Et comme j'aime pas rester sur des a priori, je me suis dit, je vais tester. Et en fait, non, ça le fait. Alors, je bois, mais je mange pas. Et en fait, ça le fait très bien. Et c'est un bonheur de prendre le petit-déj. Après, généralement, tout au long de la journée, je suis plus à grignoter qu'à faire un vrai repas. Et le soir, par contre, je me fais un lyophilisé. Un lyophilisé ou vraiment un truc que j'aurais trouvé, ou un vrai repas chaud, consistant. Souvent une petite soupe aussi.
Mais voilà, c'est plus ça. Donc j'ai pas vraiment un repas où je me dis waouh, je vais me faire plaisir. Non, même quand sur le GR20, je me suis arrêté une fois à me faire un burger frites avec une glace. Ouais, c'était sympa, mais est-ce que c'était meilleur qu'un petit riz curry de chez Decathlon le soir comme ça? En fait, c'est le bonheur de pouvoir manger, c'est pas tant le plat en lui-même, quoi. Oui, puis un gros repas entraîne une digestion derrière qui peut peut-être un peu altérer ta marche parce que t'es un peu plus... Ça, c'est la question que je me pose. C'est d'habitude, je fais le petit déjeuner, je grignote tout au long de la journée et je me ferai un vrai repas le soir. Et je suis en train de me demander, faudrait peut-être que je teste sur le prochain, en me disant, mais est-ce que le lyophilisé, je le mangerai pas le midi? En plus, moi, les lyophilisés, c'est des lyophilisés qui m'ont été envoyés par Lyophilisé & Co. Mais je fais pas, je suis obligé de maintenant, je suis obligé de mettre publicité, placement commercial, je sais plus trop quoi. Non, surtout pour dire que il y a des packs qui sont des packs pour une personne. Ouais. Enfin, une personne. Pour une personne de 40 kilos, voilà. Ça, c'est des doubles portions. Donc, c'est-à-dire une portion normale pour moi. C'est vrai que quand on mange ça, on est bien calé. Comme je grignote tout au long de la journée, je me dis parfois je pourrais en fait manger ça le midi, mais je suis pas sûr que j'aurai vraiment faim. C'est pour ça que je le fais pas. Parce que d'habitude je grignote, j'ai juste envie de manger un petit truc, dormir, et je repars et je grignote. Et c'est vrai que le soir, souvent j'ai faim, et surtout j'ai envie de bien boire, bien me caler, et en fait je tombe, voilà, une demi-heure après, je dors super bien. C'est vrai que ça pourrait être plus pertinent de manger ça plutôt le midi. Sur le GR20, j'ai testé un chili con carne le matin. Et ça passe bien aussi. Parce que moi, je suis vraiment du matin. Donc, un chili con carne après 2 heures de rando, ouais, je le mange sans aucun problème. Donc, à la limite, je pourrais même peut-être tester le lyophilisé le matin, grignoter toute la journée et faire un truc un peu plus light. À voir. Après, il faut les porter, hein, c'est toujours pareil, quoi. Ouais. Bien sûr. Et le coût aussi. Le coût par rapport à tes recettes. J'avais regardé les recettes que tu avais fait avec les petits sachets où on mettait semoule. Il y avait quoi dedans après? Des petits raisins, des morceaux de chorizo et tout. C'est vrai qu'au niveau du coût, j'avais calculé par rapport à ces plats-là qui sont très bien, ils sont très complets, mais au niveau prix, c'est pas donné. Après, ça dépend quoi. Après, c'est moins cher qu'un restaurant sur place aussi. Tout est relatif aussi. Moi, j'en fais en partie la promo parce qu'on me les offre. Voilà. Non, mais après, c'est bien. Donc, mais c'est vrai que même avant, d'ailleurs sur le Tour du Mont Blanc, Lyophilisé & Co m'en avait pas envoyé, j'en avais acheté à Decathlon, les bolos, le riz curry, le goulash, ça j'avais bien aimé. C'est vrai que c'est un certain coût, par contre je trouve ça très pratique par rapport au packaging et par rapport à l'apport calorique. Après, moi ce que j'aime beaucoup dans le fait de faire soi-même ces produits, c'est qu'on peut faire les dosages qu'on veut, on sait ce qu'on met dedans, donc on le fait aussi à notre goût, et on peut le faire varier comme on veut. On veut des raisins secs, on veut de la viande séchée, on fait ce qu'on veut, quoi. Donc, les deux sont bien. Je pense que si vraiment si je recevais pas des lyophilisés, je pense que je partirais quand même avec, mais je me ferais aussi forcément beaucoup plus de plats. Je pars beaucoup avec des lyophilisés parce que j'ai envie de les tester pour faire un retour auprès de tout le monde. Mais c'est vrai que je pourrais faire beaucoup plus de repas, et notamment le repas semoule. La semoule, c'est top, quoi. Parce que même de l'eau froide, on n'a plus de réchaud, l'eau froide, ça va marcher. Et puis la semoule, putain, le soir, ça... Voilà, quoi. Ah ouais, ça cale, c'est top, quoi. Voilà. Et encore, t'as pas fait la version sucrée en semoule. Tu pourrais faire pour le matin. Je suis pas très sucré, en fait. C'est pour ça, tu parlais des bars. Je suis sur le Tour du Mont Blanc, j'étais parti aussi avec du nougat. Et en fait, je me rends compte que les bars Cliff, les bars Aptonia, donc de chez Decathlon, ou le nougat, souvent les 2 premiers jours, j'en prends, et après, je ne supporte plus. Et sur le GR20, les bars que je pouvais prendre lors des ascensions où j'avais un coup de barre, en fait, c'est les bars asiatiques, là, avec des graines de sésame et des cacahuètes. C'est un bloc super dur. Donc ça craint pas la compression, c'est hyper calorique, mais ça reste quand même très salé. Et je mange, à partir du 2e jour, je mange quasiment que du salé. Le sucré, je peux plus. Voilà, c'est pas... Est-ce que tu as souffert physiquement sur le Tour du Mont Blanc, toi qui as fait le GR20? Pas du tout, c'était très simple. Non, si. C'est... Il y a... Quand même. Il y a... Allez, je vais dire, il y a 2 sources de souffrance. Les 2 choses qui m'ont le plus fait souffrir, c'est les ampoules.
Parce que ouais, moi je suis vraiment, voilà, je souffre très facilement des ampoules et bah, quand on repart sur des ampoules, au départ, je marche tout doucement, puis petit à petit, je commence à accélérer. C'est vraiment fatigant. Et la seule souffrance physique que j'ai vraiment eue et qui est, comment dire, qui est compliquée, c'est le froid. Alors le froid, je l'ai eu sur le passage je crois que c'est le col de la Seine quand on arrive en Italie, où là, il y avait un vent pas possible, le soleil était pas levé et vraiment je me gelais, c'était un petit peu dur. Et il y a eu aussi le 4e jour où je suis arrivé dans une station de sport d'hiver qui s'appelle, j'ai oublié. On est bien d'accord qu'on est bien en plein mois d'août, hein. Tu l'as Ouais, fait. ouais. Voilà, non, pour certains Et, qui... non, c'est vraiment caillant. Et là, alors là, je crois que c'était la fatigue parce que je crois que je m'étais fait 42 km ce jour-là. Donc, Tour du Mont Blanc, hein, donc c'est pas tout plat. Je crois que j'avais fait 42 et j'ai eu la bêtise de bivouaquer à côté d'un lac, un lac artificiel. Et en fait, il y a eu beaucoup d'humidité. Mais je crois que c'est surtout les 42 km parce que j'ai monté la tente, j'ai mangé, je suis allé me coucher et j'ai commencé à trembler énormément. Et je me suis couché avec mon super duvet confort moins 10 degrés. Donc, fallait y aller, quoi. Et j'étais avec ma doudoune et ma polaire. Et je tremblais comme ça. J'étais comme ça. Je suis resté une demi-heure, 45 minutes à trembler. Et puis d'un coup, je me suis calmé. Et ça a été. Mais ça, c'était vraiment les 2 trucs les plus... Ouais, quand même. De toute façon, ça a noté quand même, hein. Ouais, en fait, j'ai regardé les vidéos parce que je savais que vous veniez, donc je me suis souvenu. Sur la vidéo, quand je m'arrête, on voit que je suis claqué. On voit que je parle, je suis explosé. Et donc voilà, c'est surtout ça, c'est surtout le froid. C'est pour ça que oui, mon sac de couchage est énorme. Oui, il est confort moins 10 degrés. Alors Non, mais ça, c'est pas ton sac, hein. ça, c'est mon duvet, pardon. C'est mon duvet. Si, c'est mon duvet, ça. Mais après, il fait comprimé, il fait que ça. Ah oui, j'allais dire, parce que tu vois, je vois ton sac, ça, je fais... Ouais. Là, il y a ton sac, il y a le... Voilà, ça, c'est le duvet. Et c'est vrai que, au pire, quand je randonne, j'ai peut-être des températures de 10 degrés. Moi, je suis à moins 10 degrés, donc, mais j'ai tellement envie de pas avoir froid que, voilà. Nous, c'est des moins 10 aussi, donc... Mais par contre, pour en revenir à ce que tu dis, les gens ont dans l'idée de faire le tour du Mont Blanc au mois d'août, même si on monte pas sur le Mont Blanc, on fait le tour. Il y a des gens qui ont de la neige, hein. Il y a des chutes de neige parfois à certains endroits, à certains moments. Oui, toi tu y vas sans être équipé alpinisme parce que tu ne fais pas de partie alpinisme, mais oui, ça n'empêche pas, comme sur le GR20, que tu puisses avoir des neigés, de la glace, de la neige. Ouais, et moi j'ai eu beaucoup de bol sur le GR20 parce qu'il y a toujours fait beau. On a évité un orage à un moment. On a toujours eu de la chance, mais on ne sait pas et on peut toujours... C'est pareil, les marcheurs ultra légers qui disent non, mais c'est bon, je rentre en short avec juste une petite veste. Ouais, quand tout va bien, mais quand il fait vraiment moche, c'est compliqué. Et comme je n'ai pas envie de m'arrêter dans un refuge toute une matinée parce qu'il pleut ou parce qu'il fait trop froid et que je veux marcher, ben j'accepte de m'équiper un peu plus et de pouvoir... voilà. C'est ce qu'on avait vu par rapport au kawaii, à la cape, mettre au-dessus du sac entièrement. C'était plus pratique justement que d'enfiler un kawaii, le sac. Ouais, le truc pour la cape, c'est il y a des pour et des contre. La cape, c'est vrai qu'elle est facile à enfiler, elle protège le sac. Si vraiment il y a beaucoup d'humidité dans l'air, l'avantage de la cape, c'est qu'il y a pas mal d'humidité ou de chaleur corporelle qui peut être évacuée par le bas. Le problème du pantalon et de la veste de pluie, c'est qu'une fois que vous avez mis le sac, en fait, vous êtes dans une étuve. Donc il faut vraiment faire attention. Moi, ça m'est déjà arrivé où je sentais que j'étais en train de suer énormément. Et donc j'ai essayé d'ouvrir un peu et j'ai essayé de marcher le plus lentement possible. Ça, c'est l'avantage de la cape. Par contre, la cape, quand il y a beaucoup de vent, elle peut se balader. Et quand vous devez, comme sur le GR20, regarder où vous allez mettre les pieds, la cape, parfois, elle peut vous embêter. Sur le GR20, il y a de nombreuses fois où vous êtes à 4 pattes. La cape, elle pourrait vous gêner. Donc je pense que sur un Saint-Jacques-de-Compostelle, la cape, elle est géniale. Voilà, elle est bien. Dans d'autres situations, ça peut être plus compliqué. On s'était posé la question justement de savoir quelles étaient les pires conditions que tu as eues pour dormir, mais je pense que... Le lac. C'était ça, c'était l'humidité, le froid, ouais. Il y a eu le lac. Après, encore une fois, c'est hyper aléatoire parce que ça m'est arrivé de dormir à flanc de colline avec sincèrement, le sol qui était plat, ça devait faire 1,5 fois la table basse, là. Seulement. Le reste, c'était pente,
Donc vraiment, c'était, voilà, il y a des arbres partout. D'ailleurs, on pourra mettre une photo, vous verrez, ma tante, elle était, ça, on dirait une tente dessinée par Picasso, quoi. C'était comme ça voulait rien dire. Quelqu'un qui aurait marché logiquement, normalement, dans des bonnes situations, il aurait eu ce bivouac-là, il se serait dit, c'est une catastrophe, mon bivouac. Moi, je ne trouvais pas d'endroit pour dormir. Je marchais depuis Champex ou Champé, ça dépend de quelle origine on est. Donc, je marchais. J'avais fait, je crois que 37 bornes cette fois-là. Et je monte dans la montagne, je trouve pas de lieu. Et je vois un nuage qui vient de la plaine et qui commence à monter. Et je me dis, il me reste 15-20 minutes et après et on voyait rien. Le nuage, c'était... Et en fait, à un moment, j'ai trouvé ce truc-là et c'était le plus beau jour de ma vie. Ah, c'était ça ou rien, quoi. Bah ouais, j'avais trouvé un truc, donc forcément, c'est sur le GR8, pareil. Sur le GR8, je marche sur la plage. Je sais qu'un orage doit arriver. Je vois le Mordor arriver, donc un nuage noir. Et je me dis, je suis sur la plage, j'ai aucun endroit pour dormir et il va pleuvoir. Et à un moment, je trouve un lieu pour dormir. Le propriétaire est là, il m'autorise à dormir à même le sol de son petit baraquement d'école de surf. J'ai dormi sous un orage en bord de plage où il y avait juste 3 mètres sur 2. Donc, autant dire que sous l'orage, j'avais de l'eau qui chassait à droite. Mais j'étais tellement content. Je voyais la mer et je n'avais pas l'orage sur moi. J'avais plein d'embruns, j'avais plein de sable. Mais c'était génial, quoi. Donc, c'est toujours hyper relatif par rapport à comment on le vit, la chance qu'on a. Et je pense que si pendant toute la journée, vous marchez, vous avez rien à manger, et un gars vous offre une baguette dure avec de l'eau, vous dites c'est génial. Ouais. Bah ouais, c'est ça. Donc c'est aussi pour ça que souvent en randonnée, on peut vraiment péter un câble sur un petit détail. Les gens qui sont assis dans leur fauteuil, ils comprennent pas. Même moi, parfois, quand je monte la vidéo, je me dis, t'es un peu gonflé, Pierre, t'as râlé pour ça. Mais quand on est dans cette situation-là, on se rend compte tout d'un coup que ouais, c'est pas évident. Et à l'inverse, parfois une situation qui a l'air anecdotique, elle devient merveilleuse, quoi. Ah oui, moi j'ai un souvenir de chaussettes et chaussures trempées sur le GR20, qui en soi n'est pas bien grave, mais quand tu dois enchaîner une journée complète, t'as déjà des cloques, là tu te dis... Ouais, et puis remettre le lendemain... Parce que ça sèche pas. Des chaussettes et des chaussures mouillées, ouais, c'est... Là tu peux péter un câble, alors finalement c'est pas grand-chose, mais sur l'instant c'est très compliqué à gérer. Et alors, donc, par rapport à ça, c'était quoi l'étape la plus compliquée entre la France, on passe par la Suisse, l'Italie? Est-ce qu'il y avait un endroit vraiment où c'était plus compliqué que d'autres, réellement, ou alors, compliqué, le souvenir physique le plus compliqué que j'ai eu, je pense que, encore une fois, c'est pas vraiment physiquement, c'est plus mentalement, c'est quand j'ai commencé à monter la Croix du Bonhomme, donc c'est encore la partie française, si je dis pas de bêtises. En fait, ça a commencé à bien monter, mais ça n'en finissait pas de monter. C'était pas très dur, hein, mais ça montait tout le temps. Et comme c'était, je crois, mon premier jour, je me suis dit, mais si c'est comme ça tout le temps, ça va être dur. Et quand j'ai fait le GR20, par exemple, j'ai pas senti tellement de différence de difficulté parce que moi, je l'ai fait du sud au nord. J'ai commencé par la partie, entre guillemets, plus facile. Et comme je suis arrivé sur la partie nord, déjà un peu affûté, avec un sac beaucoup plus léger, je l'ai pas trouvé si dur que ça. J'ai trouvé que c'était compliqué, mais pas... Et quand, dès le début, vous commencez par un truc dur, je me suis dit, ouah, c'est compliqué. Après, l'étape difficile, il y a eu cette étape quand j'étais en Suisse, où je trouvais pas de lieu. Je savais que j'étais encore très loin. J'étais dans la ville, du côté de Champé. J'étais très loin dans la ville et je savais que j'allais devoir marcher beaucoup. Je voyais le jour se coucher, le nuage monter. Et là, je marchais et je trouvais pas. Et là, j'étais pareil, j'étais très stressé. Et ça, c'est des étapes difficiles. Et c'est pour ça que, bizarrement, il y a des abonnés qui m'ont dit, ouais, c'est marrant, tu dis que le GR8, c'est tout plat, hein, c'est une piste cyclable. J'ai suivi l'Eurovélo, donc c'est tout plat. J'ai trouvé que c'était plus dur que le GR20. Pas physiquement, mais c'est parce que je n'avais jamais d'endroit pour dormir et que quand je trouvais un endroit, je savais que la police pouvait passer pour me déloger. Et donc, psychologiquement, se dire, mais je trouve pas d'endroit, je peux pas me poser. Je suis dans une forêt qui a cramé ou une forêt c'est que des épines de pin. Donc, c'est le mauvais plan de dormir là-dedans parce qu'une allumette et michoui. Donc, et quand on marche et qu'on n'a aucun endroit pour s'arrêter, physiquement on le ressent, mais psychologiquement aussi. Donc c'est peut-être ce moment-là qui était peut-être le plus dur.
Et par rapport justement à tes vidéos, tu disais que c'était un petit peu compliqué à s'orienter. Tu as proposé plusieurs applications et tu disais qu'au final, par rapport au GR20, les panneaux, c'était pas très visible et compliqué au final. En fait, le GR20, il y a même des panneaux sur le GR20, c'est à longueur d'horaire, parce qu'on est quasiment en haut d'un col, et c'est juste, il y a un chemin, et puis là, il y a un précipice, là, il y a un précipice, et il y a un panneau qui indique que vous venez de là et vous devez aller par là. C'est évident. Sur le TMB, alors, moi, je râle facilement, hein, mais c'est bien expliqué en règle générale, mais par contre, parfois, il y a rien. D'un coup, il y a rien, et sur 300, 400, 500 mètres, il y a rien du tout. Et on se dit, mince, c'est où? Et j'aime pas sortir ma carte. Alors oui, c'est vrai, je pourrais sortir mon petit toboguide et puis... Mais ça me saoule un peu. Mais du coup, le manque de balisage à certains endroits pourrait te faire aller bifurquer sur un mauvais chemin en plus. Ah oui. Oui, et puis j'ai pas envie de m'arrêter, de regarder. Et il y a des endroits où, même quand on regarde, déjà moi je suis pas un spécialiste de l'IGN, ouais. Et je me suis déjà arrêté avec 2-3 personnes qui s'étaient arrêtées au même endroit. Et je dis, vous savez où non, on regarde, pas de réseau, on essaye. Du côté de Courmayeur, j'ai eu le problème. Du côté de, je crois que c'était La Flégère, j'ai eu le problème. Il y a deux. Alors après, c'est pas grave, hein, ça nous bloque juste 5 minutes. Mais je sais qu'il y a des gens dans leur mentalité, ils vont faire 20 km par jour, ils ont tout le temps qu'ils veulent. Ils s'arrêtent, ils disent, je sais pas où c'est. Bon, on va sortir le truc, on va se poser, on va manger tranquillement et tout. Et eux, ça les gêne pas. Alors que moi, je marche et je dis, et je vais où? Je vais où alors? Et si je dois faire 10 mètres pour dire, ah non, il y a un panneau. J'ai pas vu de panneau mauvaise direction. Je crois que si je dis pas de bêtises, hein, j'ai pas vu de panneau mauvaise direction. Et par contre, dans la ville de Courmayeur, j'ai vu plusieurs indications TMB. Où je pouvais aller à gauche ou à droite. Et c'est un peu comme dans certaines villes où c'est marqué toute direction et autre direction. Oui, parce que tu peux faire le tour au final dans un sens comme dans l'autre. Se rejoindre à un moment donné, quoi. Donc, peut-être. Mais quand on y est, on se dit, voilà, c'est un peu délicat. Mais bon, après, c'est des anecdotes. Voilà. Ok. Globalement, ton meilleur ou tes quelques meilleurs souvenirs du Tour du Mont Blanc? Alors en général, les meilleurs souvenirs, c'est tôt le matin, tard le soir. Tard le soir parce que forcément on attend, et puis d'un coup on trouve un spot de bivouac. J'ai un spot de bivouac après le refuge de Bonatti, je crois, où je trouvais rien. En Italie, on pouvait pas dormir. Je vois un terrain plat, juste en face du massif. C'est le pied. Et le deuxième meilleur souvenir, je crois que c'est Bouvines. Je crois que c'est ça, Bouvines. C'est la fois où j'ai marché 42 km, tout ça, et le nuage arrive et tout, je suis dans ma petite truc. Le lendemain matin, je me lève, je monte, je sais plus, j'ai pas marché beaucoup, j'ai peut-être marché 1 heure. Et là, le soleil qui se lève au-dessus des nuages. Et en plus, je savais que j'arrivais en France. Et ça, c'était super beau, quoi. Mais pareil, je pense que j'ai beaucoup apprécié. Parce que la veille, j'avais eu un truc super dur. Et quand on a un truc super dur et que d'un coup on découvre un autre truc, c'est pour ça que la rando c'est génial. Parce que quand vous avez beaucoup de difficultés, le moindre petit détail, la moindre petite bouffe qui est sympa, vous pouvez vous arrêter dans une boulangerie, prendre un petit pain. Ici vous diriez 5,50 pour une merde comme ça, là vous pouvez payer 15 €. C'est le petit plaisir. C'est ça qui est dingue. Donc c'est peut-être ça, c'est Bouvines. Et après, pareil, j'arrive en Italie, j'ai super froid. Le soleil se lève et d'un coup c'est une vallée qui est verte de partout. On a l'impression d'être dans le Seigneur des Anneaux là, avec une sorte de paysage néo-zélandais avec du vert partout et tout. Et d'ailleurs parfois dans les vidéos je dis mais j'en ai marre, c'est trop beau, j'arrête pas de m'arrêter. Je m'arrête, je fais une photo, on fait 15 mètres, puis du coup, ça c'est beau, et je m'arrête, je fais une photo. Et je dis, mais je peux marcher, ouais. Donc c'est ça qui est... Non, c'est vraiment un beau truc, et beaucoup plus simple que le GR20. Et, il faut pas que je le dise, 100 fois plus beau que le GR20. Ouais, ça tu le dis. Attention les Corses. Tu le dis, ouais. Parce que j'aime beaucoup, il y a beaucoup de forêts, il y a beaucoup de verdure,
c'est facile de s'orienter parce qu'il y a un gros truc en plein milieu et on sait qu'on fait le tour. Ah oui, c'est moins rocailleux, moins pierrier que la Corse. C'est moins rocailleux, c'est un truc un peu plus plat. Parfois, il y a le col du Bonhomme, il y a quand même des rochers, mais c'est pas tout le temps comme ça. Et puis on passe par 3 pays, donc c'est sympa de se dire ouais, je traverse les pays à pied comme ça. Donc non, c'est super sympa. Ouais. J'ai une dernière petite question qui n'était pas prévue, mais c'est pas grave. Là, on est en autonomie bivouac comme toi. Ouais. Allez, on va parler un petit peu de technologie. Les batteries, comment on fait pour le téléphone? T'as pris juste la batterie solaire? Moi, j'ai une power bank. Non, j'ai une power bank. J'ai une power bank 20 000 mAh. Pas trop lourde? Alors, ça dépend si tu as un marcheur ultra léger ou pas. Pour un marcheur ultra léger, j'ai un parpaing. Moi, je trouve qu'elle est pas si lourde que ça. En plus, je fais du sport, de la muscu. Elle pèse combien? Je sais plus. Je le noterai en bas. Elle doit faire, je sais pas, 600 grammes. Oui, donc ça va, ça reste acceptable. Ah non, 600 grammes, c'est énorme. Ne l'écoutez pas. Non, pour certains, non. Ouais. Mais non, ça va. Moi, c'est 20 000 mAh. Franchement, si vous... Moi, je fais 1 heure à 1 heure et demie de film par jour et plein de photos et plein de vocaux. J'enregistre beaucoup des bruits de la forêt où je me parle, je marche, je dis ah là il y a une source là, faudrait le dire aux abonnés ou des trucs comme ça. Si vous êtes plus ou moins l'utilisera peut-être moins. Ouais, si vous faites moins. Ouais, on coupe entre deux en fait, voilà. C'est ça, c'est pour le garder. Ça va tout à fait. Et puis surtout, vous croisez, je crois qu'on croise à peu près 5 villes, si je dis pas de bêtises. Et dans les villes, vous pouvez toujours vous. Moi, je sais qu'à Courmayeur. Bon, c'est un mauvais exemple parce que j'avais pas rechargé à ce moment-là, mais à Courmayeur, je me suis fait une pizza parce que je me suis dit, je vais en Italie. Ouais, je sais, on l'a vu. Voilà. Donc une pizza, mais vous pourriez très bien prendre une pizza dans le resto et puis en profiter pour charger. Vous passez par pas mal de petites villes comme ça. Il y a toujours possibilité de recharger. Je pense que si vous, avec la powerbank, vous avez 2-3 jours d'autonomie. Non, mais j'ai un chargeur, un panneau solaire sur le sac. Ça marche super bien. Ouais, tout à fait. Donc non, franchement, c'est pour ça aussi, moi je mets toujours en garde les abonnés, parce que quand je dis ouais, moi j'ai besoin de beaucoup de batterie, parce qu'en fait j'arrête pas de filmer, de faire des vocaux, des trucs. Quelqu'un qui fait juste quelques photos, il se filme un petit peu. Une powerbank, il la recharge pas pendant 6 jours, ça suffit largement, quoi. Donc voilà. C'est bon pour vous? Ah oui, c'est très super. Bien. Ouais, voilà. Vous partez quand? Le 10 août. Le 10 août. Ouais, quelque chose comme ça, 1-2 jours entre deux, on verra bien. On est en voiture. C'est cool. Ouais, donc on part et puis on revient quand on a fini le tour. Moins de contraintes par rapport à un horaire de train. Et puis, bon, bah c'est cool. Ça peut durer longtemps, si ça. Ça fait 2 semaines. Voilà. Bon, si jamais j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez des avis différents de moi et donc vous vous trompez, non, je blague, vous le mettez en commentaire. Vous savez qu'en général, les commentaires sont beaucoup plus intéressants que les vidéos parce qu'il y a foison d'informations. Si vous voulez poser des questions à Sandrine et à Yann, n'hésitez pas. Comme ça, ils seront obligés de lire les commentaires. Voilà. Et puis, si jamais vous voulez que je refasse plus souvent des petites, des petites questions-réponses, n'hésitez pas. Pareil, je suis tout à fait ouvert aux idées. Voilà. À très bientôt. Salut. Salut.